Le monde a changé. Je le vois dans l'eau, je le sens dans l'air, je le ressens dans la terre. Et dans le monde du travail devenu vivable et désirable. Tout commença quand le bonheur rentable fut inventé. Et que 8 hommes et femmes atypiques que l'on considérait fêlés prirent conscience de leurs responsabilités. Ils s'unirent pour montrer au monde qu'un chemin de collaboration était possible et que l'opposition bonheur et argent n'était pas une fatalité. La constellation des fêlés se mit alors en quête d'écrire une nouvelle page, et à travers leurs histoires répandirent humanité et prospérité. Ils ajoutèrent ainsi chaleur dans le cœur et dans le logis des entrepreneurs, activant la spirale de conscience et de transformation. Ils marquèrent ainsi le début d'un nouvel âge. Ce podcast est le récit de leurs explorations et de leurs épopées. Bonjour et bienvenue dans Happy Podcast. Je suis Valérie Delande, producteur d'entrepreneurs fêlés. Pourquoi fêlés ? Parce que les fêlures laissent passer la lumière et portent en elles un extraordinaire pouvoir de transformation. Je rappelle que nous avons entamé une nouvelle série en compagnie d'un de nos héros entrepreneurs multipotentiels et du défi qui lui reste à relever pour rayonner et inspirer au travers de son identité et de ses activités. Cette première série est consacrée à Émilie Summers. Eh bien, nous revoici chez Émilie Summers. Bonjour Émilie. Bonjour Valérie, nous revoici encore dans cet espace que nous finissons par bien connaître, que tu finis par bien connaître finalement. Oui, parce que toi, je crois que tu le connais très très bien. Mais effectivement, moi, je commence à bien non seulement le connaître, mais en plus fortement l'apprécier. Je m'y sens très très bien. C'est zen, c'est magique, hein, c'est juste. On est d'accord. Alors, on est aujourd'hui, je suis encore au rez-de-chaussée, mais nous allons maintenant attaquer un escalier assez raide en bois pour monter dans ton atelier. Tout à fait, c'est d'ailleurs l'escalier d'origine ici qui nous amenait dans l'étage et qui aujourd'hui est devenu l'étage de mon hémisphère droit pour revenir à ce qu'on disait au podcast précédent. Alors, je propose d'aller visiter ton hémisphère droit, je te suis. Alors, ça grince. Ah ouais, ça grince un peu. Waouh, waouh, waouh. Très, très joli. Nous sommes sous les toits ici. Oui, effectivement, on est dans le toit qu'on a rehaussé d'ailleurs puisqu'il n'était pas prévu qu'on se tienne debout. Et donc, on a fait des travaux qui étaient très simples, très bruts, parce que l'idée est de garder cette authenticité du lieu avec son histoire. Et donc, tout est brut, comme on l'aime. Comme ces bijoux, comme ce kintsugi, hein, je crois qu'il y a quelques liens. Il y a quelques liens, en effet. J'aime ce qui est imparfait parce que c'est ici que, dans cette ligne d'imperfection, que tout se joue. Donc, j'aime bien le bruit qui craque. J'aime bien, tu vois, quand ça, si je bouge, il y a tout qui bouge. J'aime bien ça. C'est vivant. C'est vivant, oui, tout à fait. Voilà. Et tu es quelqu'un de très vivant, donc c'est encore une fois tout à fait à ton image. Je suis très vivante jusqu'à 9h30, hein. Sachez-le, à 9h30, demandez à mon mari, il ne faut plus me demander grand-chose, mais néanmoins, la journée, je suis assez vivante, oui. Alors, je te rassure, je serai partie. Alors, est-ce que tu peux nous présenter tout cet atelier, car vraiment, il y en a partout, je ne sais pas où regarder. Oui, alors il y a 3 postes de travail principaux. Cette partie au milieu de la pièce est destinée au kintsugi. Et alors pour la petite histoire, cette table que tu vois en bois, c'est la table de mes grands-parents. Et c'est sur cette table-là que j'ai fait mes devoirs. Elle est donc avec toute son histoire. Elle est rehaussée d'une vitre pour pouvoir être plus efficient dans les rangements. Et puis, il y a autour de cette table, en dessous du Velux, une table d'architecte également que j'ai chinée, qui est un poste de travail plutôt bijou. Derrière moi également, un poste de bijou avec ma table qui m'a suivie pendant mes études. Et puis là-bas au fond, il y a la partie où l'on soude le métal. Waouh! Alors moi j'ai des frissons partout, hein, donc je confirme que c'est un lieu magique et je ne sais pas, je pense que c'est aussi alors, lié à l'association que je fais en t'écoutant et en regardant, en imaginant
Émilie Joly, en train effectivement de travailler à cette table, allez, à l'âge de 14, 15 ans, je ne sais pas. Ouais, même avant, hein, je faisais j'étudiais mes grandeurs là-dessus et croyez-moi, c'était assez fastidieux pour mes parents puisque c'était pas forcément ma force, les décimètres, les décilitres. Mais oui, c'est là où il s'est passé plein de choses. Cette table, elle est hyper importante pour moi et ça fait sens qu'elle soit là aujourd'hui. Ah bah, je veux bien, ouais. Puis elle est en plein milieu de la pièce et effectivement ce verre dessus la magnifie aussi. Oui, certainement, et en tout cas, elle permet, parce que l'espace, comme tu vois, on est en pente, donc les espaces de rangement ne sont pas faciles, quoique maintenant j'ai fait appel à un menuisier qui est venu me mettre toute une série de rangements, donc j'ai plein de tiroirs dans lesquels je peux mettre plein de choses, mais bref, il faut quand même optimiser cet espace pour qu'il ne soit pas trop chaotique quand même. Évidemment. On s'y retrouve, effectivement, c'est très bien rangé là sur le côté avec bien beaucoup de création. Alors on commence par le kintsugi, on commence par les bijoux, dis-moi. Comme tu veux, écoute, le kintsugi, il a été peut-être dans l'histoire chronologique lié à la rupture du confinement. Il s'est passé pas mal de choses à ce moment-là. Donc l'envie d'esthétique était essentielle puisque avant le confinement, j'étais principalement dans l'entreprise et dans le coaching, exclusivement dans mon hémisphère gauche. Et donc l'esthétique, c'était une manière de réactiver le droit et ça tombait bien puisqu'on avait du temps. Et donc j'ai eu la chance de me former chez un apprenti de Tsukamoto, qui est Tsukamoto, une figure japonaise du kintsugi. Et puis j'ai par la suite eu la chance d'être formée par Tsukamoto lui-même sur la technique traditionnelle du kintsugi. Tu penses que c'est une chance ? Une belle opportunité, oui. Voilà, je dirais plutôt une opportunité que tu as saisie, parce que la chance, c'est peut-être ça, hein. Ouais. C'est une opportunité qu'on saisit. Hein. Tu pourrais très bien avoir entendu parler de ce maître qui venait, et puis de te dire, ouais, non mais c'est pas pour moi. Exactement. Donc, j'ai saisi cette opportunité. Et ce qui est très beau aussi, c'est que j'ai fêté cette semaine-là mes 40 ans. Donc, de passer les 40 ans qui sont généralement symboles de la moitié de notre vie, c'était signer l'engagement que les 40 prochaines années seraient encore plus justes dans l'exception. Voilà. Bravo, je crois que ça, tu t'es totalement approprié ton identité de juste exception. Alors, ce kintsugi, ça se passe comment ? Ça prend combien de temps quand tu travailles sur une œuvre ? Alors, il faut savoir qu'une fêlure, une cassure qui se recolle et donc qui se reconstruit, c'est une dizaine d'heures. Alors évidemment, quand on a plusieurs objets à réparer, on va travailler en série. Ça veut dire que quand je suis sur l'aspect du ponçage, je vais faire plusieurs pièces en ponçage. Mais donc, oui, il faut une dizaine d'heures par réparation, ce qui explique aussi que ça a un certain prix. Si je devais réellement calculer mes heures, ce serait encore plus cher. Et donc, il y a ce travail de temporalité dont je parlais avec ma fameuse tomate. Mais donc, on prend soin et réparer, c'est pas juste coller deux morceaux ensemble, c'est vraiment rentrer dans la fêlure, en prendre soin, la poncer, la reponcer, lui donner des lacs, remettre des lacs, reponcer. Tout ça prend des jours de séchage. Donc il y a un vrai travail de lenteur, de méditation à travers l'objet que l'on répare. Je crois que tu commences à travailler aussi avec des entreprises sur ce sujet. Alors oui, pas en tant que atelier pratique, mais plutôt sous une forme de conférence, puisque je raconte à travers l'art du kintsugi l'importance de la résilience, puisque ce qui est cassé devient réparé, et donc ça questionne les burn-out en entreprise, ça questionne même les maladies de longue durée, telles que les cancers. Qu'est-ce qu'on fait et comment on réintroduit après la personne dans l'entreprise ? Et donc je questionne à travers l'art du kintsugi les 3 P qui sont la performance, le perfectionnisme et la production. Et ça rejoint ce que nous disions ce qu'on disait au précédent épisode, qui était ces profils hauts, ces hauts profils, ces hauts potentiels de l'entreprise. Si on n'en prend pas soin, ils sont excellents justement dans le perfectionnisme, dans la production et dans la performance. Et si on ne les manage pas correctement, on les casse.
Entièrement d'accord, on en a parlé la dernière fois. Je reviens quand même sur l'entreprise parce que moi je t'ai vu dans un hall d'exposition, dans une galerie avec une société d'assurance, je crois. Donc il y a quand même aussi des objets, non? Un vase. Oui, c'est vrai. Tu fais bien de le souligner. Donc, c'est une belle histoire d'ailleurs. C'est les assurances Van der Hagen, qui sont des assurances de voitures de collection, mais qui assurent également des objets de grande valeur. Et il se trouve que un vase, plutôt une vasque, qui date de 2000 ans avant Jésus-Christ, a été cassée. Et j'ai eu l'opportunité de la réparer. Il y avait 45 morceaux. C'était incroyable de réparer un objet avec une telle énergie. C'est vraiment une très très belle histoire. Et pour la petite cerise sur le gâteau de cette histoire, c'est que le propriétaire, ses initiales, c'était ES. Il s'appelait Edgar Somers. Et donc, je ne pouvais pas ne pas réparer cette vasque. J'imagine bien. Donc du coup, tu travailles effectivement pour des particuliers, mais on commence aussi en entreprise à comprendre qu'il y a une symbolique qui peut s'exposer, qui peut faire entrer aussi finalement l'art dans l'entreprise, mais en allant au-delà. Tout à fait. Et l'idée à moyen, long terme, c'est de pouvoir proposer des œuvres de kintsugi dans les entrées des hôpitaux, dans les endroits symboliques où il y a vraiment tout ce processus de résilience. En plus, vraiment, quand je travaille un kintsugi, j'utilise les mêmes métaphores que dans l'hôpital. Je parle de cicatrisation, on enlève les croûtes, et puis on magnifie, puis on doit apprendre à vivre avec. Donc il y a vraiment ce même cheminement qui est pour moi d'une portée et d'une puissance dingue. J'aime bien parler de cette petite anecdote. Il m'arrive de travailler avec des céramistes qui cassent malgré eux des objets dans le four, et donc je les répare et puis on les revend. Et j'ai réparé un singe, une sculpture de Stéphanie Van Beneden qui travaille les animaux en sculpture, et son crâne à ce singe avait cassé dans le four, et donc je l'ai réparé en kintsugi et on l'a exposé il y a quelques années au Sablon, et il me semblait difficile de vendre un gorille avec une tête scalpée en or, et un homme est un jour rentré, il m'a demandé de mettre une étiquette comme vendu sur le singe, et donc je suis très interpellée, donc je vais chez ce monsieur et je lui dis écoutez, vous savez, j'ai passé beaucoup d'heures en tête à tête en chirurgie avec ce singe, je suis très intriguée, ça me touche que vous l'appréciez. Et il m'arrête et il me dit non mais je comprends tout à fait ce que vous voulez dire, je fête mes 10 ans d'opération crânienne, ce singe il est pour moi. Et en fait il s'est passé quelque chose mais de tellement intense, je me suis dit si un objet de kintsugi fait ça chez un individu, je peux pas faire mieux et je ne peux pas ne pas recommencer quoi. Tu m'as déjà raconté cette anecdote et j'allais te la demander parce qu'elle est hyper symbolique, elle est exceptionnellement belle, juste encore une fois, et tu le disais dans un des épisodes, tu aimes avoir justement ce retour, ce ressenti individuel, là c'est vraiment ce qui s'est passé, mais qui t'a donné justement l'envie de continuer, d'élargir et d'aller vers l'impact. Exactement, c'est super. Et chaque fois, je fais également des ateliers d'initiation. Et c'est toujours beau de constater que les personnes qui viennent s'initier à ce qu'ils estiment d'abord beau, en fait, il y a un travail qui se fait à un autre niveau ici dans l'atelier. Et chaque personne qui vient réparer un objet se répare. C'est clair. J'ai une dame qui est venue avec une pièce de son mari défunt, de son défunt mari. C'était un bol qui avait cassé. Elle m'a demandé si elle pouvait venir faire une initiation. Eh bien, c'était pas juste une initiation qu'elle venait faire, elle venait travailler la fin du deuil de son mari. Donc, il y a vraiment des très belles choses qui se passent ici et ça s'explique pas sur Instagram. C'est évident. Je me permets une petite analogie parce que moi, je suis sortie à un moment donné d'une entreprise dans laquelle, effectivement, j'avais passé beaucoup de temps.
Et je me suis retrouvée dans cette transition dont on parle de temps en temps. Et j'ai été sollicitée par un ami qui montait une association pour aider les entrepreneurs en faillite. Et il m'a dit, mais viens lancer l'association. J'étais à Toulouse à ce moment-là. Et tu vas voir, tu vas apprendre plein de choses. Et donc je lui dis, non mais tu sais, moi j'ai pas le temps, il faut que je relance quelque chose. Il me dit, ouais, mais tu vas voir, ça va t'aider, tu vas comprendre des choses. Et donc je suis venue évidemment, et puis j'ai mis un doigt de pied, et puis je me suis fait totalement happer. Je suis devenue présidente, en tout cas j'ai lancé cette association, et j'ai vu, alors, entre guillemets, des gueules cassées, des fêlés de toutes parts, parce qu'il y avait à la fois, bien sûr, les entrepreneurs qui avaient fait faillite, mais aussi ceux qui étaient là pour se réparer, pour les aider. Et en fait, l'entraide, l'aide, elle suscite l'attraction de ceux et celles qui sont sur ce chemin-là, à ce moment-là, et qui n'en ont pas forcément conscience, mais qui viennent, comme tu le dis, se réparer. Donc là, c'était humainement. Là, on est évidemment dans une concrétisation beaucoup plus tangible, mais je crois que les chemins sont assez parallèles. Oui, tout à fait. Il y a vraiment cette symétrie entre des expériences croisées et ou de l'art, mais en tout cas, ce que tu viens de nommer est tout à fait juste. C'est un beau parallèle. Merci Émilie, je crois que pour aujourd'hui on va s'arrêter là et je reviendrai pour les bijoux parce que le temps passe avec toi mais surtout ne le ralentis pas, j'adore. Au revoir. Merci, à bientôt. Ce podcast est le récit de leurs explorations et de leurs épopées.